Finance et innovation financière au service, oui, du financement des entreprises et de la croissance. Quel marché financier au service d'une Afrique en croissance? C'est le sujet de débat de cet après-midi. Pour en parler, mesdames et messieurs, on a de la chance. À la tribune, Karine Zinedine, vous êtes donc directeur à la fois de Paris, alors des études au niveau de Paris Europlace. Vous êtes également directeur de l'Africa FinLab. Vous allez nous expliquer, mesdames et messieurs, on peut d'abord l'accueillir, mesdames et messieurs, Karine Zinedine. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais en fait m'excuser de la part de Lionel Zinsou qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Il a été retenu à Paris pour une bonne cause. Aujourd'hui, c'est la journée nationale contre l'esclavagisme. Et en l'occurrence, deux présidents de la République, l'ancien et celui avec lequel on fera nos 5 prochaines années, étaient présents à cette commémoration. Il a un deuxième rendez-vous au Maroc avec le Premier ministre. Et donc, en l'occurrence, il avait deux bonnes raisons en fait, de ne pas être avec nous, en tout cas en début de cette conférence. Il n'est pas écarté en fait, qu'il nous rejoigne en fin de journée. Voilà, je voudrais en fait dire un mot sur l'échange qu'on a avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Tout d'abord, Paris Europlace, en fait, c'est l'organisation représentative de la place financière de Paris. Elle réunit tous les acteurs de la finance, c'est-à-dire, en fait, nombreux d'entre vous qui êtes chefs d'entreprise sont les principaux acteurs de la finance. Il y a ensuite les banques, les assurances, il y a les autorités de marché, il y a les pouvoirs publics. Et tout cet environnement, en fait, constitue une place financière. Et Paris Europlace, enfin, en tout cas, essaye, à travers, en fait, tous ces acteurs, à les mobiliser pour développer la place financière de Paris. Et c'est un peu dans cet esprit, en fait, qu'on a décidé d'échanger avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc sur des sujets d'avenir, qui pourraient porter la France, le Maroc, l'Afrique, beaucoup de capitales africaines qui sont avec nous en fait dans ces initiatives, vers ce qu'on pourrait appeler le nouveau monde. Ce nouveau monde qui va être fait de technologie, d'innovation et surtout de mobilisation importante d'instruments, d'outils, de financement. Et c'est un peu cette philosophie qui a guidé la mise en place de ce qu'on a appelé l'Africa FinLab, un laboratoire de la finance africaine, dans lequel on collabore, on travaille avec plusieurs acteurs de la finance, des bourses comme la BRVM qui nous fait l'amitié d'être aujourd'hui avec nous, comme la Banque africaine de développement qui également est représentée aujourd'hui, ainsi que de nombreuses entreprises, type en fait des PME, type Lunalogic, qui est une société de conseil en finance spécialisée dans les métiers, ce qu'on appelle de haute finance, c'est-à-dire qui utilise beaucoup de mathématiques, beaucoup d'ingénierie, et également des entreprises type Hopscotch qui est présente en fait un petit peu partout en Afrique pour accompagner justement en fait pour faire savoir les projets que l'on porte. On a commencé à travailler avec la Chambre française de commerce et d'industrie à Paris puisqu'on a déjà organisé 2 petits déjeuners débats. Le premier c'était avec l'ambassadeur du Maroc, M. Chakib Ben Moussa, qui nous a fait l'amitié de venir dresser un bilan de la COP 22 et de nous expliquer un petit peu les prochaines étapes et en tout cas la logique, la vision du Maroc pour les années à venir sur les sujets liés au financement du climat et de la transition énergétique. Le deuxième débat a été organisé autour de notre ami Christian de Boissieu. Merci encore Christian de t'être donné à cet exercice qui a été compliqué, d'expliquer les conséquences du Brexit sur l'Afrique. Et c'est un sujet qui va être important, surtout pour la finance africaine. Un certain nombre de sujets ont été abordés qu'on va continuer aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on vous a proposé, en tout cas, de structurer nos 2 tables rondes autour de ces 2 sujets qui sont, en fait, qui feront la finance africaine de demain. D'une part, le développement des marchés de capitaux pour mobiliser les financements. Des financements importants devront être mobilisés dans les années à venir pour accompagner les besoins des entreprises et des économies africaines. Et la deuxième table ronde sera consacrée à la finance digitale, à ce qu'on appelle les fintech, c'est-à-dire les entreprises, en fait, ces petites PME qui sont en train de transformer progressivement la finance et qui vont faire qu'aujourd'hui, en fait, en tout cas, on a un certain nombre de jeunes porteurs de projets qui ont d'imagination, très jeunes, ingénieurs qui ont beaucoup imaginé et sorti, en tout cas mis sur le marché, des solutions dans le crowdfunding, dans les systèmes de paiement, etc. Alors, pour lancer cette discussion, nous avons pensé à monsieur, et je le remercie chaleureusement, à monsieur le ministre
des Finances, Monsieur Mohamed Sagou, qui nous a fait l'amitié en fait de venir partager, parce que lui également en fait de son côté analyse et réfléchit à tous ces sujets-là, de venir en fait ouvrir ces deux tables rondes par un mot introductif. Et je l'invite, s'il le souhaite, à poursuivre la discussion. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, sous vos applaudissements, Mohamed Sagou, à la tribune pour lancer officiellement ces échanges. Merci pour votre présence, Monsieur le ministre. Karim, vous venez à mes côtés puisque d'autres invités nous attendent dans quelques instants. Merci beaucoup. Je suis un peu perplexe parce que on m'a demandé de faire cela très récemment, c'est-à-dire ce matin, tout simplement. Et donc, la personne désignée pour faire cela étant occupée aussi bien en France qu'ici, je suis un peu le ministre de service en quelque sorte, si c'est possible. Votre modestie vous honore, Monsieur le ministre. Donc, sur le sujet, Paris Europlace, qui est l'instrument, je dirais, de développement, de promotion de la place financière de Paris, d'un côté. La Chambre française de commerce et d'industrie, dont je salue notre président, M. Klein, qui est présent ici, ont donc une coopération, un partenariat ensemble pour développer, en quelque sorte, les places financières africaines, pour voir dans quelle mesure ce partenariat peut servir à développer les places financières africaines. Je voudrais situer cette introduction dans ce que je pourrais appeler l'émergence des places financières africaines. Vous avez tous lu, entendu, vu la notion d'émergence des pays émergents, etc., au niveau de l'Asie, de l'Amérique latine, etc. Il est temps maintenant que l'Afrique puisse avoir certains pays émergents, parce que jusqu'à présent, nous avons surtout entendu parler des grands pays de par la population, par exemple, le Nigeria, l'Afrique du Sud, etc. Mais l'Afrique compte beaucoup plus de pays. Il va falloir qu'on entre un peu plus dans l'analyse et dans l'observation de cette émergence des marchés financiers des pays africains. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait... Ça tombe très bien parce que la place financière Europlace pourrait beaucoup aider à cela, et la Chambre française qui est un peu plus, je dirais, de définition et de précision concernant les marchés financiers émergents. Moi-même, en tant qu'ancien ministre, mais surtout professeur à la faculté, ça tombe très bien parce que ça fait un moment que j'anime un séminaire qui s'appelle « L'économie des marchés financiers des pays émergents ». Alors, une économie émergente, pour avoir un marché financier émergent, doit réunir un certain nombre de conditions. Il y a une différence très importante, radicale je dirais, entre les marchés financiers émergents et les marchés financiers matures. Et les conditions macroéconomiques, bancaires et boursières entre les marchés financiers qui veulent devenir émergents et les marchés financiers matures. Je prends quelques exemples très concrets, très précis. Les taux de croissance dans les pays matures sont plafonnés à 2-3%. Pour qu'un marché financier soit émergent, il est important que la macroéconomie puisse avoir des taux de croissance minimum de 6%. Donc vous voyez la différence d'un point de vue macroéconomique entre ces pays-là et les pays émergents. Les pays à économie de marché financier mature sont des pays où, je dirais, les équilibres budgétaires et la dette sont en difficulté. Par exemple, le taux d'endettement, il y a un problème ici, le taux d'endettement dans les pays matures, il est à 100%, 120%, 140%. Ce qui n'est pas le cas dans les pays émergents où vous avez le taux d'endettement autour de 30-40%, quelquefois même zéro. L'épargne, etc., etc. Donc, il y a des conditions macroéconomiques, il va falloir que les pays africains les réunissent, et c'est déjà le cas, par exemple, en matière de croissance, où la croissance africaine a des taux suffisamment importants par rapport aux pays matures. La deuxième condition, c'est le système bancaire. Il y a une grande différence entre les systèmes bancaires des pays à finances matures
et les systèmes bancaires dans les économies émergentes. Tant sur le plan du taux de couverture, tant sur le plan de la financiarisation. Les économies des marchés financiers émergents sont ce qu'on appelle des économies d'endettement, alors que les économies des marchés financiers matures sont des économies des marchés financiers. En d'autres termes et plus précis, les banques gagnent beaucoup plus d'argent dans les commissions, dans les pays matures, alors que dans les pays émergents, elles les gagnent plus dans les marges d'intérêt. Ça veut dire que les entreprises s'endettent davantage et font moins appel au marché financier. Parce que, pour des raisons, le marché financier n'est pas suffisamment développé. Troisième condition pour qu'un pays se place, je pense surtout donc aux pays africains, sur la trajectoire d'un marché financier émergent, c'est l'existence d'un véritable marché boursier. Alors là, nous avons des degrés différents, plus ou moins importants, en matière de maturité, de profondeur, de liquidité, de cherté, etc., etc., etc. Alors pourquoi je dis tout cela? Parce que ça permet de tracer des possibilités de coopération, de partenariat, d'information, de transfert technologique, je dirais de formation, etc., pour que les économies africaines puissent réunir les trois conditions macroéconomiques, bancaires et boursières pour se mettre sur une trajectoire des marchés financiers émergents. Les continents qui sont beaucoup plus dans cette perspective, vous les devinez, ce sont la plupart des pays asiatiques. Alors, donc il y a là-dedans, je dirais, pour être synthétique et en finir, un tableau où l'on peut trouver des moyens de coopération, de travail, que ce soit à travers la Chambre, que ce soit Paris Europlace, dans les différents secteurs ou les différents segments de travail, pour qu'il y ait une prise de conscience que la notion d'émergence est relative. On ne peut pas être une économie non émergente aujourd'hui et émergente demain. C'est quelque chose de progressif, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut arriver des soldes négatifs, des balances des paiements, des soldes négatifs budgétaires, des soldes négatifs, etc., à aller vers des excédents en matière budgétaire, de compte courant de la balance des paiements, etc., etc. Donc il y a un progrès dans ce sens, taux d'épargne, sa couverture, etc., etc. Donc là-dedans, il y a certainement beaucoup d'axes de réflexion, d'information et de coopération entre Europlace, Paris Europlace et la Chambre, et sans doute aussi avec les autres places financières africaines. Parce qu'il ne faut pas non plus que tout cela soit, je dirais, limité à la Chambre. Ça peut être un terrain de travail. On a souvent considéré Casablanca, le Maroc comme hub, etc. Ça peut être un hub, mais à condition qu'ensuite ça se déploie dans toutes les autres bourses des régions africaines avec des degrés divers, je dirais, d'arrivée à maturité, avec chaque pays sa spécificité. Voilà un peu ce que je voulais dire d'un point de vue très concret et par rapport à mon expérience, les différents terrains, je dirais, sur lesquels il peut y avoir beaucoup de choses à faire ensemble. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour bien ce tour d'horizon très très large. Karim Zinedine, alors vous nous avez annoncé vos deux plateaux. Il est temps maintenant d'appeler nos experts à la tribune. Le micro est à vous. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, j'ai envie de dire la Dream Team de l'économie et bien sûr le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Karim Zinedine, le micro est à vous. Karim, si vous voulez. Merci beaucoup. C'est parti. Écoutez, on a déjà engagé des discussions sur les prochaines étapes. Je vous laisse annoncer nos invités. Effectivement, en fait, aujourd'hui, notre sujet est vraiment le sujet du financement. Il y a des défis qui sont importants. Alors, de manière très concrète, on a essayé d'abord, en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est d'évaluer un petit peu quels sont les besoins et où on va et de quoi a-t-on besoin. C'est la raison pour laquelle Cédric Mbeng représente aujourd'hui, en fait, coordinateur de l'initiative des marchés financiers africains. Venez vite nous rejoindre, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Merci d'avoir pris du temps et pour être avec nous à la tribune. Tout à fait, les bourses de valeur, en fait, vont jouer un rôle de première importance. C'est la raison pour laquelle Monsieur Kossi Amenunve est aujourd'hui avec nous, directeur général de la BRVM. Soyez le bienvenu également à la tribune de Planète Entreprise. Mais les bourses, en fait, toutes ces solutions de financement
il faut qu'elles soient utiles, qu'elles servent à des acteurs, et puis surtout, en fait, qu'elles soient accompagnées par des fonds. Et là, en l'occurrence, on a un expert, professeur, Christian de Boissieu, qui est professeur, qu'on ne peut pas soyez le classer bienvenu, absolument, puisque Christian, on peut pas intervenir sur la totalité des sujets. Et puis, en fait, les bourses, les marchés financiers servent des clients. Alors, notre client aujourd'hui, Amine Bennis, directeur de la Belle Vie. La Belle Vie, en fait, a une particularité, c'est qu'elle a une expérience très large des marchés de capitaux, utiliser les bourses, les marchés obligataires, les marchés de la liquidation. Sous vos applaudissements également. Karim, le micro est à vous. Première question. Première question, en fait, c'est une question de bilan, d'état des lieux. Je m'adresse à Cédric Mbeng, qui a d'ailleurs récemment, je crois c'est la semaine dernière, sorti une publication, un livre, Financer l'Afrique, densifier les systèmes financiers locaux. C'est en plein dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, où on sent les besoins en Afrique, où on sent les besoins des économies africaines au sens large en matière de financement. Merci Karim. Je voudrais d'abord remercier Paris Europlace, la Chambre de commerce française au Maroc, Africa France et bien sûr aussi Africa France, le groupe, la fondation dirigée par M. Zinsou. Lorsqu'on parle des besoins, on va toucher les infrastructures et d'autres secteurs, mais les objectifs de développement durable indiquent à peu près 600 milliards de dollars de besoins annuels. On peut aussi regarder d'autres statistiques indiquées par d'autres institutions. Sur le plan des infras uniquement, la statistique la plus acceptée est les 93 milliards de dollars de besoins annuels. Sur cette statistique, lorsqu'on regarde ce que les gouvernements décaissent déjà, ce que les investisseurs apportent déjà en termes de financement des infras, le gap est d'environ 50 milliards de dollars chaque année. Côté ressources, lorsque vous regardez les flux financiers illicites, donc des flux financiers gagnés sur le continent mais transférés, gagnés de manière illégale et transférés à l'extérieur, on a 50 à 60 milliards de dollars chaque année. C'est-à-dire que ça correspond exactement au gap financier sur les infras. Sur la même statistique des flux financiers illicites, si vous regardez sur la longue période, 50 ans, c'est plus de 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est plus que l'aide publique au développement que l'Afrique a reçue sur cette période. Et lorsqu'on affine les derniers rapports de la BAD de 2013, vous regarderez, vous allez voir que le niveau des flux financiers illicites représente 4 fois la dette extérieure de nos États. C'est-à-dire qu'en fait, on a sur le continent les ressources financières dont nous avons besoin pour financer notre croissance. En dehors des flux financiers illicites, vous avez sur les 20 dernières années plusieurs réformes qui ont été faites, notamment au niveau des fonds de pension, des caisses de retraite. Plusieurs pays sont passés des systèmes par répartition à des fonds d'investissement, méthode par capitalisation et des fonds privés. Nous avons plus de 400 milliards de dollars au niveau des caisses, des fonds de pension. Si vous regardez l'industrie de l'assurance, c'est 300 milliards de dollars. Les fonds souverains, c'est 120 à 125 milliards de dollars. Tous ces chiffres que je donne peuvent donner le vertige. Mais la réalité, c'est qu'il s'agit de 3 zones. Parce que l'Afrique, c'est bien sûr 54 pays. L'essentiel des ressources sont en Afrique australe, au Nigeria, en Afrique du Nord, particulièrement au Maroc. Et le reste des pays, bien sûr, il y a tout un travail à faire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le reste du continent? C'est que le upside, comme on dit, le potentiel est immense. Parce que lorsque vous avez un taux de bancarisation qui est inférieur à 4 sur 10, lorsque vous avez un taux de pénétration de l'assurance qui n'est que de 3,6% du PIB, lorsque vous avez quelques pays, moins de 10, qui ont fait des réformes sur le système des retraites, et qu'en moyenne, vous avez un âge médian de 18 ans, vous avez l'opportunité de lever pendant 40 ans une épargne longue pour financer l'économie réelle. Donc, et nos gouvernements, comme l'a dit Monsieur le ministre, ce qui est vraiment important, c'est de construire l'épargne locale, la mobiliser. C'est la source de financement la plus fiable pour accompagner la transformation de nos économies. Merci. Merci Karim Zinedine. Pardon, juste une question. Qu'en est-il? En fait, il y a beaucoup de chefs d'entreprise présents aujourd'hui dans la salle. Qu'en est-il du financement des entreprises en particulier? Y a-t-il en fait des besoins, enfin en tout cas des statistiques sur les besoins à lever pour les entreprises africaines pour les années à venir? Avec, si possible, une réponse un petit peu courte, puisque j'ai l'œil sur la montre. Le micro est à vous. D'accord, merci. Je vais essayer d'être court. Alors, j'aime bien ce slide que je présente depuis 3 ans
dans toutes mes présentations. Ça vous montre un peu le changement de la perception de l'Afrique. On est passé de la catastrophe, du désespoir, à l'espoir. Hein, tout ce qui est dit de positif sur le continent. Et cette couverture de The Economist le dit. Alors, le financement des entreprises, on est passé de 10% crédit au secteur privé, en pourcentage du PIB, on est passé de 10% dans les années 90 à peu près 20%. Donc, il y a déjà un travail qui a été fait. Mais cela, essentiellement grâce à l'expansion des banques africaines sur le continent, les banques à capitaux africains. On voit cette expansion partout, les banques marocaines, au Nigeria et bien sûr en Afrique du Sud. Elles jouent un rôle important parce qu'elles permettent effectivement de faire ces échanges intra-pays et c'est cela qui permet de booster la croissance endogène, cet échange entre pays et de dépendre moins de la croissance qui est tirée par le commerce international hors du continent. Sur les marchés, parce que pour le financement des entreprises, il y a aussi les marchés. Alors les marchés, nous avons actuellement 1 trillion, donc 1000 milliards de dollars sur les 17 premières bourses sur le marché actions. Là, je prends les chiffres de 2015. Vous avez l'Afrique du Sud qui représente 68% de ce montant. Hier, je regardais sur le terminal Bloomberg, vous avez 84 milliards de dollars d'encours sur la partie corporate bond, donc les entreprises. Et si vous regardez le marché des titres souverains, où on est passé en 2000 de 28 milliards de dollars d'émissions à plus de 200 milliards de dollars en fin 2016. Et là, parce que je prends le taux de change avec les monnaies africaines dépréciées, mais si on prend le taux de change 2013, on tombe autour de 300 milliards. Donc, globalement, il y a du cash, mais le financement des entreprises, il faut une approche holistique. Il y a d'autres acteurs, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais voici ce qui est disponible. Ce qu'on remarque aussi dans beaucoup de pays, c'est un effet d'éviction du secteur privé par le secteur public. Très souvent, dans beaucoup de pays, les secteurs publics émettent souvent de manière non coordonnée, et donc du coup, le secteur financier finance essentiellement le secteur public au détriment du secteur privé. Merci. Merci Karim Zinouzid. Merci pour vos applaudissements. Karim. Merci beaucoup Cédric. En fait, je saisis la balle au bon et je m'adresse à M. Amenounve, directeur de la BRVM. Pensez-vous justement en fait que les bourses de valeur jouent pleinement leur rôle dans le financement des entreprises en Afrique? Merci Karim. Je dirais que pleinement, c'est trop dire, mais on a noté au cours des dernières années une très bonne évolution des bourses africaines. Il y a 20 ans, nous avions à peine 5 bourses sur le continent. Aujourd'hui, nous en sommes à 29, avec un niveau de capitalisation globale qui atteint le 1000 milliards de dollars. Mais ces marchés restent encore très fragmentés, avec des volumes insuffisants et également ont du mal à mobiliser des entreprises à leur cote. Je pense que ceci est essentiellement dû au fait que nous sommes encore dans des économies d'endettement essentiellement dominées par le secteur bancaire. C'est maintenant que nous devons préparer la transition des économies d'endettement vers des économies de marché. La situation aujourd'hui sur le continent est simple. Nous avons 85% de financement bancaire, ou 90% et 10% de financement par les marchés, alors que dans les pays développés, notamment aux États-Unis, c'est l'inverse. Donc, comment faire en sorte que les bourses africaines financent davantage les entreprises? Il faut que nous puissions faire preuve d'innovation, d'imagination, à faire en sorte que les sources privilégiées d'alimentation des bourses soient effectivement exploitées. Nous avons longtemps compté sur les privatisations des États pour amener les grandes entreprises. Ça a été le cas dans certains pays, dans d'autres pays non. Nous avons beaucoup espéré, en tout cas, des admissions volontaires. On en a eu certaines. D'autres pays, ça a été plus difficile. Mais je crois aujourd'hui qu'un créneau extrêmement important, c'est le private equity. Comment faire en sorte que les fonds d'investissement puissent être les véhicules de préparation des entreprises pour les amener à la cote de nos bourses. Et là, on a un gros travail à faire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est dans cette logique que nous sommes. Faire en sorte que nous puissions préparer les sorties des fonds. Et cela va, en tout cas, de mon point de vue, préparer justement cette phase de transition des économies d'endettement vers les économies de marché.
Merci beaucoup, Kossi. Et qu'en est-il de la BRVM dans ce paysage justement africain qui est en profonde transformation? Oui, la BRVM, je dirais, a été créée il y a 20 ans. C'est une bourse quand même qui a fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, c'est la seule bourse au monde qui soit partagée par plusieurs pays, totalement intégrée, démutualisée, totalement électronique, aux standards internationaux. Sur le continent, nous sommes la 6e bourse. Nous sommes la 6e bourse de par la taille de notre marché, 15 milliards de dollars de capitalisation sur le marché action. Nous avons eu un dynamisme assez important au cours des dernières années et je rejoins le ministre des Finances qui a bien dit que l'environnement macroéconomique et la croissance économique jouent un rôle fondamental dans le développement des bourses. L'Afrique de l'Ouest et particulièrement notre zone connaît depuis les années 2005 plus de 6% en moyenne de taux de croissance, avec une Côte d'Ivoire qui fait entre 8 et 9% de croissance depuis 3-4 ans. Ça a été un facteur très favorable au développement de la BRVM. Nous avons vu beaucoup d'entreprises venir sur notre marché. L'année dernière, nous avions été la 3e bourse en termes de performance d'admission à la cote sur le continent en amenant 4 sociétés cotées à la BRVM la même année, ce qu'on n'a jamais vu. Je pense que l'environnement macroéconomique est fondamental. Aujourd'hui, notre zone, particulièrement avec cet taux moyen de 6%, est devenue une zone très attractive. Et donc, notre bourse est portée par cette croissance-là. Mais au-delà de ça, nous sommes rentrés aujourd'hui dans une dynamique de positionnement de la BRVM par rapport aux autres bourses, en évidemment attirant les investisseurs internationaux, mais également en élargissant la base des investisseurs locaux. Parce que de notre point de vue, nos bourses ne peuvent se développer durablement qu'en s'appuyant sur l'épargne locale. Les investisseurs internationaux sont toujours dans des allers-retours, je ne dirais pas intempestifs, mais au gré de leur lecture et de leur perception de l'environnement macroéconomique de nos pays. Il faut, pour développer nos bourses, des bases d'investisseurs stables, notamment des particuliers, et Dieu seul sait s'il y a de l'argent dans nos pays. Et nous, notre action va essentiellement dans ce sens-là. Comment faire en sorte que ce soit l'épargne locale qui puisse être le socle de développement de nos bourses. Mais au-delà de ça, et ça, c'est un axe extrêmement important pour nous, c'est l'intégration. Nous avons vu le modèle de la BRVM et aujourd'hui, nous pouvons affirmer que si nous n'étions pas une bourse intégrée totalement, je dirais, commune, en tout cas aux 8 pays, on n'aurait pas eu le succès qu'on a eu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un marché où les investisseurs, qu'ils soient à Bamako, Lomé, Ouaga, Niamey, interviennent sur la même plateforme. Les sociétés cotées font de même. Les États peuvent lever des ressources dans tous les pays sans distinction. C'est vraiment la même plateforme. Et ça a permis aux pays qui ont eu des difficultés à un moment donné de compter sur les autres pour pouvoir mobiliser des ressources. Je pense que c'est un modèle qui, de mon point de vue, est un modèle performant. La fragmentation de nos marchés, j'ai parlé de 29 bourses en Afrique aujourd'hui, n'est pas un facteur de développement. Parce qu'on a tendance, par exemple, à comparer les bourses africaines à la bourse chinoise. Mais évidemment, la Chine, c'est un seul pays, avec quand même de grandes bourses et une liberté totale de transaction sur le même pays. On ne peut pas le comparer à 29 bourses de 54 pays. C'est une fragmentation qui ne permet pas cette comparaison. Et donc pour nous, il faut intégrer davantage les bourses africaines. Nous avons commencé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, puisque nous avons déjà, je dirais, un processus d'intégration politique et économique qui est engagé depuis plus de 40 ans au sein de la CEDEAO. Donc nous essayons déjà de rapprocher la BRVM du Ghana et du Nigeria et du Cap-Vert. Et nous avons en tout cas commencé par travailler sur le projet depuis quelques années. Nous avons créé un conseil d'intégration des marchés de capitaux. Si nous arrivons à le faire, ce sera la 2e bourse sur le continent derrière Johannesburg, en termes de taille, en termes d'acteurs, en termes de liquidité et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans cette logique qu'on doit aller. À défaut d'avoir une bourse continentale pour être comparable aux bourses des pays développés, les États-Unis ou des pays émergents comme la Chine, essayons d'avoir des regroupements régionaux assez solides déjà, et connectés,
et après imaginer une plateforme continentale, parce que de mon point de vue, tant qu'on n'aura pas cette fluidité de transactions entre nos pays, entre nos régions, on ne peut pas prétendre financer le développement de l'Afrique comme on l'aurait aimé. Parce qu'il y a aujourd'hui des besoins, et Cédric l'a rappelé, extrêmement importants qui ne peuvent pas être financés au niveau d'un seul pays. Même si le Maroc fait tous les efforts pour mobiliser des ressources au Maroc, on ne peut pas financer des grands projets d'intégration comme par exemple des autoroutes qui descendent jusqu'en Gambie ou bien du chemin de fer jusqu'au Mali si on n'a pas un marché financier global, intégré, avec une plateforme assez importante de mobilisation des ressources. Donc pour nous, la vision stratégique des bourses africaines, c'est l'intégration. Il faut qu'on aille vers une intégration plus forte, une plateforme plus développée, offrant plus de liquidité et plus de profondeur à nos marchés. Merci, monsieur Merci, merci pour vos applaudissements. Karim Zinedine. Oui, absolument, merci, monsieur Amounouvé. Très clairement, effectivement, en fait, c'est une période qu'a connue également l'Europe. Il a fallu à un moment mobiliser les ressources pour créer les masses critiques, les volumes d'activité, la liquidité nécessaire, effectivement des privatisations, mais surtout mobiliser des investisseurs et différents types d'investisseurs capables d'intégrer différents types de risques. Je me retourne vers Christian de Boissieu, en fait, qui est intervenu à plusieurs reprises sur l'enjeu du capital investissement sur l'Afrique, et à qui je vais demander ce que vous pensez de la faiblesse, en fait, d'investisseurs en Afrique, ses conséquences, et puis quel rôle peut jouer le capital investissement, justement, en fait, pour dynamiser les marchés financiers, apporter de nouvelles valeurs cotables sur les marchés financiers. D'abord, bonjour et merci de cette invitation. Merci à la Chambre de commerce et merci à Paris Europlace. La table n'est pas physiquement ronde, mais je voudrais qu'elle le soit intellectuellement ronde. Et c'est pour ça que je vais commencer, peut-être, si tu permets, par dire un ou deux mots sur ce que j'ai entendu pour faire la transition avec ce que je vais dire par la suite. Ça fait à peu près, je ne vais pas dire combien de temps, mais plus de 30 ans, je travaille sur l'émergence des marchés financiers en Afrique. Bon, vous avez tous dit, il se passe des choses, il se passe des choses. C'est-à-dire que l'évolution va dans la bonne direction, parfois trop lentement, mais je pense qu'en tant qu'Européen, et en l'occurrence français, je ne viens pas ici pour donner des leçons, je viens plutôt pour partager des expériences. Cher Edo, je salue Abidjan et ce que vous faites, toi et ton équipe à Abidjan. J'ai pas mal travaillé sur l'Afrique centrale. Je constate une forte fragmentation nuisible entre Douala et Libreville qui se partagent Epsilon. Epsilon plus Epsilon, ça ne fait pas beaucoup en termes de marché financier. Mais ça, c'est un problème politique, ce n'est pas un problème technique. Du point de vue technique, en tant qu'économiste, je sais qu'il y a des économies d'échelle sur les marchés financiers qui justifient la course à la taille, qui justifient en quelque sorte l'intégration de ces marchés, parce que ça permet de réduire les coûts de transaction pour les entreprises, pour les investisseurs qui viennent sur ces marchés. Et donc, je pense que nous sommes... Je ne sais pas s'il faut dire au début ou au milieu d'un processus de consolidation des bourses en Afrique. Deuxième remarque qui va me permettre d'arriver au sujet que tu me proposes. Le problème qui se pose ici est un peu le même problème que celui qu'on a dans un pays comme la France. C'est-à-dire qu'il y a de l'épargne privée, ici, formelle ou informelle, mais peu importe, il y a de l'épargne privée abondante. Comment attirer cette épargne pour qu'elle finance ce qu'il faut qu'elle finance? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut financer? Il faut financer la transition énergétique. Il faut financer le développement durable. C'est vrai partout, c'est vrai aussi en Afrique. Il faut donc des financements à long terme et pas uniquement des financements commerciaux à court terme. C'est donc, et dans mon esprit, ce n'est pas péjoratif, des deux côtés de la Méditerranée, nous sommes confrontés à ce que j'appelle un problème de tuyauterie. De tuyauterie, comment attirer un peu plus de l'épargne disponible, qui est abondante, vous l'avez dit tous, pour financer
plus de croissance, plus de développement, plus de croissance inclusive, plus de croissance à long terme. Ma réponse, c'est que ce que tu as dit, cher Mohamed Sagou, la distinction qui a été reprise entre banque et marché est nécessaire. Je pense qu'elle n'est pas suffisante. Pour comprendre des deux côtés de la Méditerranée les questions de financement de l'économie réelle, il faut dire il y a les banques, il y a les marchés financiers et il y a les fonds. Et les fonds, il y a deux types de fonds. Il y a les fonds de private equity qui sont à l'initiative des banques. Et puis, il y a les fonds de private equity qui sont hors banque, qui sont relativement indépendants. Et dans ces cas-là, pour cette catégorie de fonds qui ne sont pas des filiales de banques, il faut vraiment distinguer trois modes de financement, les banques, les marchés, les fonds. En Afrique comme ailleurs, nous rentrons dans une phase où les banques vont être plus contraintes sur leur capacité de distribuer des crédits. C'est la conséquence de BAL 2, BAL 3, c'est la conséquence des nouvelles réglementations bancaires, prudentielles sur les banques, qui ont leur raison d'être. On tire les leçons de la crise, mais il faut bien savoir que, et ça c'est une question que je me pose quand je suis en Europe et que je me pose quand je suis ici, c'est que je pense qu'il va y avoir moins de crédits bancaires dans les années qui viennent et que moins de crédits bancaires, en particulier vis-à-vis de la clientèle qui est centrale pour la croissance et pour l'emploi, moins de crédits bancaires en faveur des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Et donc, la question du financement des PME dans les années qui viennent, elle se pose ici, elle se pose en France, elle se pose dans beaucoup de pays. Si les PME ont moins de crédits bancaires, j'espère qu'elles vont trouver un relais auprès des marchés, mais ça n'est pas évident. Depuis 30 ans, moi je travaille sur la question bourse et PME. Du côté français, mais également pas que du côté français. Quand vous travaillez sur cette question, les PME et la bourse, vous constatez qu'il y a des obstacles des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de PME qui ne veulent pas aller en bourse pour des raisons de peur de perdre le contrôle de la part des chefs d'entreprise. Quand vous ouvrez 15% ou même 10% de votre capital, éventuellement, vous avez peur de faire entrer le cheval dans trois. Et il y a des réticences du côté des investisseurs. Regardez les déceptions relatives que nous avons du côté français quand on fait le bilan de 3 ans de plan PEA-PME. On a introduit, il y a 3 ans en France, les PEA ciblés sur le financement des PME, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Le bilan est plutôt décevant. Ça, c'est double réticence. Elle va rester là. Elle va rester là. On peut essayer de la réduire par de la transparence de l'information. Nous, au niveau européen, on est en train de réviser ce qu'on appelle la directive prospectus pour faire en sorte que les PME qui veulent venir en bourse aient moins de contraintes en termes d'informations comptables qu'on leur demande. En termes voilà, on révise les seuils de la directive prospectus. C'est un des exercices qui est fait en ce moment à Bruxelles dans le cadre de la mise en place de ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux au niveau européen, au niveau, j'allais dire, des 28, et puis dans 2 ans, des 27 après le Brexit. Bon, mais donc ce problème de difficulté de traiter la question bourse et PME partout, là-haut, au nord de la Méditerranée, au sud ici, me fait penser que la question des fonds, et je reviens quelques mots sur ton problème, la question du financement par les fonds va être essentielle. Le private equity, c'est quoi? C'est le financement en fonds propres des sociétés non cotées. Simplement, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que ce qui compte, c'est la structure du private equity. Comment le private equity se répartit entre capital risque, capital développement, capital transmission, en particulier les LBO. Ce que je constate, c'est que dans nos pays développés, bien sûr, le private equity est plus avancé qu'ici, en Afrique et même qu'au Maroc, qui n'est pas du tout le pays africain le plus en retard, au contraire. Mais nous avons, dans un pays comme la France, une structure du private equity qui n'est pas optimale.
pas assez d'argent dans le capital risque, pas assez d'argent dans le capital développement, trop d'argent dans les LBO, à tel point qu'on a parlé d'une bulle LBO avant 2007. La crise mondiale a un peu corrigé cette bulle LBO. Donc, moi, je pense qu'il faut en Afrique prendre des mesures. Il faut prendre des textes. Ça a été fait dans beaucoup de pays, y compris au Maroc. Il faut avoir le bon cadre législatif réglementaire pour aider au développement du private equity, mais il faut avoir aussi la bonne politique fiscale. Par rapport à ma question de tuyauterie, comment attirer plus d'épargne privée pour financer ce qu'il faut financer et qui permettra d'avoir plus de croissance et moins de chômage, il faut avoir les bons instruments financiers, le private equity en est un exemple. Il faut avoir la bonne politique fiscale de l'épargne. Et là, je suis persuadé que dans la plupart de nos pays, y compris dans le mien, en France aujourd'hui, on n'a pas la bonne politique fiscale de l'épargne pour régler correctement ce problème de tuyauterie. Je termine en disant que quand on développe dans un pays le private equity, il faut faire attention aux questions de confiance, il faut faire attention au fait que, par définition, le private equity est un placement pour les investisseurs qui est peu liquide. Peu liquide. On parlait tout à l'heure de la faible liquidité des marchés émergents. Quand j'avais, when I was young, long time ago, je me souviens qu'un professionnel de la Banque mondiale m'avait donné en anglais la définition du marché émergent. Je vais vous la livrer en anglais parce que c'est un jeu de mots qui n'est pas de moi et qui n'a de sens qu'en anglais. Cet expert de la Banque mondiale me définissait en une phrase un marché financier émergent. An emerging market is a market from which you cannot emerge in the case of emergency. Bon, voilà. An emerging market is a market from which you cannot emerge in the case of emergency. Beau sujet d'examen pour les étudiants. Commentez cette phrase. Eh ben, c'est résumer tous les problèmes de faible liquidité des marchés. Quand je suis venu en 84 pour la première fois au Maroc, dans une mission de la Banque mondiale, on avait déjà, la bourse de Casa à l'époque était ouverte sans doute une demi-journée par semaine. Il ne fallait pas rater. Il fallait pas rater la demi-journée, sans ça on attendait une semaine. Bon, même chose à Lisbonne. À Lisbonne, de l'autre côté de la Méditerranée, si je puis dire, même si le Portugal n'est pas sur la Méditerranée, formellement. Mais je veux dire par là que Casablanca fait beaucoup de progrès. Il faut faire des progrès sur la question de la liquidité, parce que derrière la liquidité, il y a la confiance. Si les investisseurs rentrent sur une place émergente et qu'ils ne savent pas dans quelles conditions ils vont en sortir, éventuellement ils vont en sortir à poil, comme on dit en français, eh bien ça pose un problème. J'ai dirigé pendant des années des missions sur la Russie. Moscou aujourd'hui est une place financière émergente. L'indice boursier de Moscou peut gagner 40% une année, en perdre 40% l'année d'après. Donc il faut vraiment travailler, je me tourne vers Edo, et vers tous les experts autour de la table, comment, dans la phase d'émergence, essayer d'organiser les contreparties, quel est le rôle des investisseurs institutionnels. Durant la phase d'émergence des marchés, le rôle des investisseurs institutionnels peut être important à la fois vis-à-vis des marchés financiers et vis-à-vis du financement en private equity. Je termine en disant, parce que je suis déjà trop long, que par rapport au problème de structure que je posais tout à l'heure, capital risque, capital développement, capital transmission, le problème que nous avons pour attirer les investisseurs, c'est que quand on travaille sur les données dont nous disposons, au niveau français, c'est l'AFIC, au niveau européen, c'est EVCA, European Venture Capital Association. Quand vous regardez les chiffres, le taux, le TRI, le taux de rendement interne du capital risque, malheureusement, est très faible. 1% par an. Alors quand les taux d'intérêt sont à zéro, comme ils le sont aujourd'hui en Europe, pour le court terme, 1% c'est mieux que zéro. Mais les taux d'intérêt vont remonter avec la Fed et avec le reste de ce qui se passe. 1% pour attirer des investisseurs sur le capital risque, investissement qui est peu liquide, c'est pas assez. Taux de rendement du capital développement entre 3 et 5% par an, c'est le capital transmission, les LBO, qui attirent parce qu'il y a un effet de levier derrière. Et quand vous regardez la rentabilité des fonds de LBO,
Vous avez souvent des rentabilités à 10%, mais là encore, c'est en partie une prime d'illiquidité. Donc voilà des sujets qui se posent ici en Afrique, comme ils se posent pour nous au nord de la Méditerranée. Merci de votre attention. Merci Christian de Boissieu. Karim, il nous reste moins de 10 minutes. Alors, je voudrais juste rebondir, en fait, je rajouterai effectivement, merci beaucoup, puisqu'en fait tu as dressé le tableau en fait, de la problématique dans son ensemble. Je rajouterai le capital amorçage de manière encore plus particulière pour l'Afrique. D'ailleurs, on a en fait deux porteurs de projets en fait de petites PME. Ils acquiesçaient quand tu disais en fait qu'ils ne voulaient pas d'investisseurs dans leur capital. Et c'est la raison en fait pour laquelle je rebondis là en l'occurrence et je me tourne vers Monsieur Amin Bénis qui est le directeur financier de La Belle Vie. Pourquoi Karim Bénis? Pourquoi La Belle Vie? Parce que justement en fait ça rejoint exactement les propos de Christian. C'est que La Belle Vie utilise tous les instruments qu'offrent les marchés financiers, du court terme au long terme, des plus innovants aux moins innovants, aux plus classiques, obligataires, actions pour les fonds propres, parce qu'il faut des fonds propres pour faire de la dette, de l'obligataire, de la titrisation et de la titrisation innovante, parce que la distribution, ça consomme de l'immobilier, et l'immobilier, il faut le financer. Monsieur Bénis, est-ce que vous pouvez nous partager avec nous, en fait, avec tous les entrepreneurs qui sont dans la salle, votre expérience des marchés financiers? Bien sûr, volontiers. Alors effectivement, vous avez abordé la dimension foncière et immobilière, et à l'instar de beaucoup de secteurs d'activité, le nôtre aussi connaît, de par cette dimension foncière et immobilière, une vraie problématique. Une problématique d'abord par la rareté qu'on peut avoir sur le marché, une problématique par le coût de l'investissement que ça génère, par le coût du financement et l'effort de financement que ça demande. Un groupe comme le nôtre, qui est le groupe La Belle Vie, dans le secteur de la distribution moderne, gère par exemple 73 points de vente, et sur les 73 points de vente, 50 sont détenus en propre par le groupe. Une cinquantaine détenus par le groupe, ça fait à peu près les 3/4 de notre réseau de distribution, et dans la cinquantaine, il y a une dizaine qui se trouvent dans des centres commerciaux eux-mêmes appartenant au groupe. Ça n'a jamais été une volonté ou un choix stratégique que d'aller dans cette direction, mais c'est une réalité du marché qui fait que les opportunités de développement sur la base du locatif n'existent pas souvent et qu'on est souvent obligé de se développer en achetant, en développant nous-mêmes nos magasins, ce qui demande effectivement, ce que disait Karim, un effort d'investissement et de financement considérable. Il faut juste préciser là-dessus que la dimension foncière et immobilière pour l'ouverture d'un supermarché ou d'un hypermarché, par exemple au Maroc, représente 60% ou même plus de l'effort d'investissement global. C'est juste pour dire le poids de la partie foncière et immobilière dans l'investissement global. Et donc effectivement, pour pouvoir se développer, parce qu'on a toujours eu cette ambition, il fallait trouver des solutions de financement pour financer notamment cette dimension foncière et immobilière. Et le groupe La Belle Vie s'est souvent adressé au marché financier pour financer ce développement. D'abord en 2008, année où le groupe a décidé de rentrer à la bourse de Casablanca. L'entrée à la bourse de Casablanca s'est faite donc en 2008 par le biais d'une augmentation de capital d'un montant de 500 millions de dirhams. Et dans l'histoire du groupe, on a clairement un avant et un après IPO. Là, on l'a vécu de manière claire. En 2008, au moment de l'entrée en bourse du groupe La Belle Vie, nous avions à l'époque à peu près 13 magasins, à peu près 16 000 m² de surface de vente. Sachant qu'on existe depuis 1986 et donc en 22 ans, nous avions ouvert uniquement 13 magasins. À partir de 2008 à aujourd'hui, on est passé de 16 000 à 170 000 m². On a diversifié aussi notre réseau en termes de concept d'activité et on a multiplié par 8 notre chiffre d'affaires qui est aujourd'hui d'à peu près 8 milliards de dirhams. Et on pense réellement que l'introduction en bourse et les financements que ça nous a permis de générer étaient le déclencheur de quelque chose, d'une nouvelle vie, d'un nouveau souffle qui nous a permis d'exploser, de développer autant notre groupe. Ça, c'était en 2008. Depuis, nous avons réalisé d'autres opérations sur le marché financier, 2 emprunts obligataires notamment, le premier en 2011 d'un montant de 500 millions de dirhams, encore une fois, et un autre tout récemment, en 2016, d'un montant d'1,5 milliard, des emprunts obligataires qui ont aussi contribué au financement de notre développement, que ce soit un développement organique par l'ouverture de nouveaux magasins, ou que ce soit, comme c'était le cas en 2011, un développement par une expansion externe,
et l'acquisition de d'autres sociétés. En 2011, c'était l'acquisition d'une société de distribution aussi qui existait au Maroc, qui était Métro Maroc. Et l'emprunt obligataire nous a permis de financer une partie de cette acquisition. L'emprunt obligataire nous a permis aussi d'optimiser le coût de notre financement parce que très souvent, on a utilisé une partie de ces emprunts pour rembourser une partie de la dette bancaire qui était souvent pour nous plus coûteuse, ce qui nous a permis de générer des économies assez considérables d'un point de vue résultat financier. Et puis vous disiez aussi une autre opération, une titrisation foncière ou immobilière qu'on a réalisée l'année dernière. Une opération qui nous a permis là aussi de générer des financements, 450 millions de dirhams, au travers d'actifs matures qui ont été cédés dans le cadre de la titrisation et qui nous ont permis de renouveler notre parc par de nouveaux actifs et de nouvelles ouvertures. Voilà un peu notre vécu sur la levée des fonds au travers du marché financier au Maroc. Merci. Eh ben merci sincèrement et merci de nous aider à tenir pratiquement de manière minutée. Timing is everything, dit-on parfois sur les plateaux, mais aussi, je crois, dans le monde de la finance. Merci. Mais on a été bien encadré. Ah ben, je vous confirme. Merci. Alors c'est parti, la conclusion des conclusions en au moins 24 secondes, parce que là on est encore confort. Là, en l'occurrence, en fait, je ne sais pas s'il y a des questions de la salle ou pas. Alors, si on veut, parce qu'il y a un deuxième, voilà, on a vraiment un timing au pas de course. On a un deuxième débat qui suit et une convention, je crois, une signature officielle de convention. Je propose pour ceux d'entre vous, dans le respect du temps qui nous restera, c'est de poser l'ensemble des questions à la fin du deuxième débat. On est bon? Parfait. Allez, c'est parti. La conclusion de ce débat, tout a été dit? Il me semble que oui. Merci à tous en fait pour votre contribution, puisqu'on a eu des grilles de lecture différentes, en fait, différents acteurs du financement, qui ont permis, en fait, je l'espère, en tout cas, de dresser un tableau d'ensemble et apporter, en tout cas, des réponses à ceux qui en fait, en tout cas, qui ont besoin de financement qui soit bancaire, puisqu'on a pas mal parlé de la banque, et également des marchés financiers. Voilà. Karim Zinedine, merci à vous, merci à vos invités d'avoir participé à ce débat, merci à vous d'y avoir assisté nombreux. Que vous appeliez nos intervenants suivants. Philippe Confé, bienvenue à la tribune. Le moment est solennel, le moment est important. Alain Piton, venez vite également nous rejoindre. Vous êtes le secrétaire général de Paris Europlace. On va mettre en 20 secondes un tout petit peu de musique, le temps de changer les plateaux. Si vous voulez également nous rejoindre, je vous rappelle que dans un instant, on va parler d'un sujet phénoménalement disruptif, comme dit la presse. On va parler des fintech. Elles arrivent, on parle évidemment depuis longtemps de crowdfunding. Avez-vous déjà entendu parler de blockchain et d'autres techniques qui vont révolutionner un petit peu tout ça? C'est dans quelques instants. Mais avant tout, Philippe, une signature. Qu'est-ce qui va être signé tout de suite? Moi, je suis particulièrement heureux de cette signature qui va intervenir maintenant entre Paris Europlace et la Française de commerce et d'industrie du Maroc. Ce qui est bien dans le cas présent, c'est souvent on signe une convention et on travaille après. Et puis parfois on signe la convention et on ne travaille pas. Oui, parfois il se prévoit, après il se passe plus rien. Alors que nous, on a commencé à travailler avant la signature de la convention. Et en plus, elle a été mise, cette convention, sur les meilleurs auspices, puisqu'on a commencé à travailler en la présence, effectivement, de monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en France, Shakib Ben Moussa, qui était présent, effectivement, lors de notre premier petit déjeuner, qu'on veut maintenant trimestriel. Le second a été animé par monsieur de Boissieu. Et déjà, le premier petit déjeuner en la présence de monsieur l'ambassadeur était orienté France, Maroc, Afrique, puisque nous avons fait effectivement le bilan de la COP22 avec ses retombées pour l'Afrique entière. Voilà. Il s'en suivra également la création d'un club finance, c'est l'un de nos projets dans le cadre de cette convention. Et puis nous soutiendrons évidemment les rencontres financières internationales mises en place, organisées par Paris Europlace. Donc particulièrement heureux de signer cette convention de partenariat aujourd'hui, qui va s'amplifier dans ses actions. Voilà, tout simplement. Merci pour ce moment important, mesdames et messieurs. Philippe Confé, le directeur général de la CFCIM. Je vais dire un mot également, parce que je suis également très, très heureux au nom de Paris Europlace, son président Gérard Mestrallet. Je crois que effectivement, comme tu l'as dit, c'est de beaux symboles. Le premier, c'est qu'on a commencé à travailler tout de suite. Le deuxième, c'est qu'on a fait des événements à Paris avec l'ambassadeur du Maroc, avec cher Christian de Boissieu. Et je crois le plus beau symbole, c'est qu'aujourd'hui, on signe solennellement la convention ici,
à Casablanca. Je crois que c'est ça le meilleur symbole. Un beau symbole, encouragement pour la mesdames et messieurs. Alain Piton, le secrétaire général de Paris Europlace. Eh bien, écoutez, je vous propose de procéder à la signature devant nos caméras. Et comme on a un timing avec encore des choses passionnantes à raconter, je rappelle tout de suite au pas de course, Karim Zinedine, où es-tu, où êtes-vous Ah ben voilà, parce que nous on a des flashs. Voilà. Ben, c'est le moment de venir nous rejoindre, de commencer à lancer bien, le deuxième sujet. On va faire je dirais une petite appel. Vous pouvez, hein, mesdames et messieurs, ça va encore durer 50 minutes environ, et puis s'il reste encore un peu de temps, de la place pour vos questions. Un débat passionnant quand les fintech bouleversent et vont aller décupler je dirais cette magnifique croissance en Afrique. C'est de ça dont on parle, Karim. Absolument, absolument. Donc on va parler de fintech, d'environnement de fintech. Un applaudissement justement pour la signature. Un applaudissement pour cette signature solennelle. Et vous, alors oui, effectivement, vous restez avec nous, Alain Piton, vous pouvez déjà prendre place. Lancement absolument. Du sujet. Je vais ensuite appeler en fait 3 entreprises, PME, fintech. La première s'installe au Maroc. Hier, il y a eu une petite cérémonie en fait d'ouverture de la filiale de Lunalogic au Maroc, Lunalogic Africa. Après Hong Kong, après Londres, c'est l'Afrique. Donc j'appelle Youssef Afti. Mesdames et messieurs, Youssef Afti, associé gérant de Lunalogic Africa, sous un tonnerre d'applaudissements, effectivement. Soyez le bienvenu à la tribune de Planète Entreprise. J'appelle également Cédric Antagana, qui est un jeune ingénieur qui a lancé une fintech innovante dans les systèmes de paiement. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour nos jeunes entrepreneurs. Et j'appelle une troisième fintech qui est portée par Tamer Hamden, qui a lancé une plateforme de crowdfunding qui va nous parler. Soyez le bienvenu également sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et puis j'appelle également en fait une expérience en fait assez particulière d'une entreprise mauricienne, Abax. J'appelle Laurent Chabru. Allez, Laurent Chabru, directeur Europe francophone, Maroc, d'Abax Corporate Services. C'est parti. Voilà. Karim Donc Zinedine. on va rentrer très vite dans le vif du sujet. On a parlé tout à l'heure en fait du financement des entreprises, des marchés financiers, de leur capacité, en tout cas de leur objectif de financer les besoins des économies africaines. Mais la finance aujourd'hui, effectivement, tout à l'heure Christian de Boissieu l'a évoqué, la finance, c'est également trouver de nouvelles solutions pour la transition énergétique, mais c'est aussi également un chamboulement des process, un chamboulement dans la création de valeur dans l'industrie financière. Et ce chamboulement est dû. Et ce chamboulement est. Non, si. Voilà. Le chamboulement, en tout cas, il est aussi dû au micro parfois. Absolument. Il est dû justement à un certain nombre de fintech. Et le sujet fintech est aujourd'hui un sujet international, mondial. Toutes les places financières, sans exception, matures, émergentes et en croissance, en tout cas, développent des solutions pour être compétitifs. Ce que je voudrais en fait qu'on commence en fait notre échange aujourd'hui, parce qu'en fait les fintech, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une personne derrière son ordinateur qui va chambouler la finance et le financement. C'est un processus qui est compliqué, ce sont des écosystèmes à mettre en place, et justement en fait pour partager avec les uns et les autres ce qui a été fait à Paris dans ce domaine, Alain Piton, le secrétaire général de Paris Europlace. Paris Europlace, c'est l'organisation représentative de la place de Paris, mais c'est également un pôle de compétitivité exclusivement dédié aux fintech. Je vais juste dire un mot sur le projet Paris Europlace en direction des fintech. Ça a été lancé en 2007. À l'époque, le terme fintech n'existait pas. On l'appelait les startups de la finance. Entre-temps, ces startups de la finance ont fait leur chemin. C'est devenu un sujet mondial, un sujet et un terme qui est devenu très largement utilisé, qui est celui de fintech. Alain Piton. On va se tutoyer. Mesdames et messieurs, Alain Piton, secrétaire général. Secrétaire général de Paris. De la place financière de Paris dans le domaine des fintech. Merci beaucoup. Peut-être juste pour commencer par un clin d'œil pour illustrer ce que tu disais, Karim, sur l'enjeu fintech dans la compétition entre les places financières. Quelques jours après le Brexit, la ville de Berlin a loué des cars pour circuler dans les quartiers des start-upers avec ce slogan, c'est Dear Startups, Keep calm and move to Berlin. C'était pour illustrer que les fintechs, dans la compétition Brexit, on parlait beaucoup
du secteur financier au sens classique du terme, c'est-à-dire les établissements bancaires, les gérants d'actifs et les assureurs. Mais en fait, dès le début, la question de la FinTech a été un enjeu complètement essentiel. Alors, pour nous, Karim l'a dit, il y avait déjà ce pôle finance innovation pour détecter les projets innovants, pour aider les jeunes FinTechers de la place de Paris. On a voulu, dès le démarrage de ce séisme Brexit, alors c'est aussi un séisme FinTech, mais c'est plus un séisme Brexit sur la place de Paris, on a voulu tout de suite essayer d'avoir une approche un peu stratégique aussi. C'est finalement, pour illustrer ce que tu disais il y a 2 minutes, c'est en quoi c'est important d'avoir ce développement des FinTech et en quoi on a vraiment des synergies entre le secteur des FinTech et les établissements financiers dits classiques, entre guillemets. On pourra disserter longuement là-dessus. Et là-dessus, alors on a fait un travail, on n'a pas été très original là-dessus, il y a beaucoup de consultants qui sont, je crois, dans la salle. On l'a fait avec McKinsey. Et dans ce travail-là, on a essayé de voir ce que ça signifiait, ce que ça pouvait apporter. Et nous, on s'est fixé un objectif, alors qu'on veut ambitieux, qui représente quelque chose, mais qui peut signifier avoir beaucoup d'autres dimensions. Nous, l'enjeu, ça a été de dire, on va faire de la place de Paris une place où il y aura beaucoup de financement des FinTech. Parce que c'est bien beau d'avoir des innovations, mais aussi il faut avoir des financements derrière. Alors on s'est fixé un objectif qui était de 1 milliard d'euros de financement par an pour les projets des FinTech. Je crois qu'au-delà de ça, ce qui est important, et ça rejoint, je pense, beaucoup des analyses faites par Christian, c'est que quand on parle de FinTech, quand on parle de ces sujets de Brexit, etc., c'est pas ça qui est le seul point important. C'est derrière, c'est qu'est-ce qu'on veut, c'est d'abord la question du renforcement de la compétitivité de notre économie, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Quand on veut être attractif, il faut être aussi compétitif. Et l'élément important, c'est évidemment la montée en puissance des financements d'ailleurs de sources diverses, puisque ce n'est pas simplement des financements bancaires. Alors, par rapport à ça, dans l'approche qu'on a eue sur le secteur des FinTech, on a essayé de retenir quatre dimensions. La première, c'est pas la question du financement d'ailleurs, contrairement à ce que je l'ai dit à l'instant en termes d'objectifs chiffrés, c'est l'accès au talent. Je crois que les gens qui sont les jeunes, par rapport à moi en tout cas, qui sont sur ce plateau, illustrent complètement ça. C'est un élément crucial de la compétition aujourd'hui, c'est l'accès au talent. Et il faut là-dessus qu'on puisse aider le secteur. Le deuxième point, c'est la profondeur de marché. Alors pardon d'utiliser des mots un peu savants. En fait, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire avoir un marché qui se développe. Et là derrière, ça signifie des choses très concrètes. Ça signifie en particulier que les jeunes start-upers, les FinTech, puissent accéder à ce qu'on appelle les grands comptes. C'est-à-dire en clair, il faut que la boîte qui fait de la gestion des risques en asset management, elle puisse accéder aux sociétés comme Amundi. Et au passage, et là encore ça rejoint un sujet cher à Christian, on voit que les contraintes de régulation qui imposent de plus en plus de procédures, de standards, sont aussi un frein d'une certaine manière à cette fluidité dans les échanges entre les FinTech et les grands établissements. Le troisième point, je l'ai déjà mentionné, c'est la question de l'accès aux capitaux. Au passage, et je ne veux pas anticiper sur la suite, mais on a un marché qui est évidemment dominant à Londres, je parle de l'Europe, sur le financement des FinTech et des startups en général. On a juste derrière maintenant la place de Paris, enfin la France en général, et l'Allemagne venant après, l'Allemagne étant troisième marché. Le quatrième point, c'est l'environnement de régulation et les infrastructures de place. Je vais être très rapide là-dessus. On a plusieurs chantiers à Paris Europlace. Il y en a un qui est sur la blockchain. Au passage, il va y avoir un texte qui va encadrer, c'est-à-dire pour faciliter le développement de la blockchain dans différents process. On a lancé aussi des initiatives, par exemple, pour aider au seeding des sociétés d'asset management, ce qui prouve que la question des consortiums est importante. Voilà, pardon. Je t'en prie. Merci beaucoup Alain en fait pour ce premiers éléments. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Éléments, absolument. Merci Alain Piton et merci également pour tenir votre timing qui nous permettra pour l'instant de donner la parole à la salle. Tout à fait, merci beaucoup. En fait, les actions de la place de Paris, en fait, ils ont été assez larges et diversifiées sur la question des FinTech et c'est un petit peu ce modèle-là qu'on va essayer de répliquer, en tout cas avec nos partenaires africains, c'est d'avoir cette approche par secteur d'innovation. Et les secteurs d'innovation dans les FinTech sont nombreux. Ça concerne les systèmes de paiement, c'est un domaine d'ailleurs dans lequel l'Afrique est très largement en avance et évolue et innove énormément. Il y a la question, en fait, le crowdfunding, l'Unalogic dont je parlais tout à l'heure, en fait, qui est un cabinet de conseil agile, très dynamique et qui se positionne en permanence sur les sujets d'avenir, en s'implantant au Maroc, a fait une petite étude, en fait, justement, sur le cadre réglementaire ou en tout cas l'environnement
des fintechs au Maroc. Donc je vais demander à Youssef Hadfi de nous dresser en fait justement, en fait vous avez fait un petit bilan du paysage marocain, de nous dire en fait comment est-ce qu'il se structure et quelles sont les priorités et comment les choses se sont mises en place, ou se mettent en place, pardon. Très bien, merci beaucoup. Bonjour Karim, je vous remercie. Merci, alors je tiens avant tout effectivement à remercier la CFCIM et Paris Europlace pour cette invitation. Et j'aimerais commencer donc par un constat. Donc, en l'occurrence, le constat du rapport annuel de Banque Al Maghreb en 2015, qui indique qu'il y a près de 2 milliards de dollars de transactions en TPE et en ligne de manière générale, mais avec aucune mention de la moindre transaction mobile. Aucune. À titre de comparaison, nous sommes à 52% de la population active du Soudan qui se sert de services de paiement mobile. Pareil, on est à 50% au Gabon, une quarantaine de pourcents en Algérie, plus d'un tiers au Kenya. Et alors, on parle du Kenya parce qu'il s'agit aussi d'une population et d'une économie qui sont proches de celle du Maroc. Et effectivement, donc on se rend compte que jusqu'alors, le Maroc était un tout petit peu en retard sur ces sujets-là. Bon, alors, il faut aussi avoir en tête les avantages du Maroc, qui sont le fait qu'il y a une moyenne d'âge de l'ordre de 28 ans. Nous avons un taux de bancarisation de l'ordre de 64%, qui est dans la moyenne mondiale, au même titre que 130% de taux de pénétration mobile, d'après la NRT. Donc finalement, beaucoup de conditions qui font que les paiements mobiles vont être quelque chose de très intéressant et qu'il y a de véritables avantages à développer ça au Maroc. Alors, il y a déjà eu 2 tentatives, donc de la part de Maroc Télécom avec MobiCash et de la part de Meditel avec Medicash justement, mais ces tentatives n'ont pas été concluantes. Tout simplement parce qu'à un moment donné, les clients ont été obligés, d'une façon ou d'une autre, de passer par une banque classique. Donc finalement, on perdait un petit peu cette notion d'établissement de paiement. Alors, c'est là où on se rend compte qu'il y avait besoin d'une législation dans ce domaine. Alors, est arrivée par la suite justement la nouvelle loi bancaire marocaine, la loi 103/12, qui était plus connue pour l'introduction de la banque participative, des notions de banque participative. Elle est venue introduire les notions d'établissement de paiement. Donc en fait, il s'agit d'un tout établissement offrant un service de paiement et potentiellement qui pourrait effectuer des opérations de change en fonction effectivement des lois en place, en vigueur. Il s'agissait aussi donc d'agents de paiement et de monnaie électronique. En l'occurrence, toute monnaie qui était stockée dans un support électronique. Alors, bien entendu, on est en train de parler d'arrivée de paiement mobile, mais on parle aussi de portefeuille électronique, d'une part, mais aussi de cartes de paiement et de cartes de fidélité, comme on peut en connaître chez Air France ou chez Walmart. Alors, pour ceci dit, pour être établissement de paiement, ça passe par un certain nombre d'obligations. La première, ça va être donc la réconciliation permanente des fonds qui sont justement dans les comptes de paiement et qui sont dans les comptes dans des banques un petit peu plus classiques. Donc pour cela, il va falloir assurer une certaine traçabilité et potentiellement mettre en place des systèmes d'information conjoints entre les établissements de paiement et les établissements de crédit. Il faut aussi assurer une équivalence rigoureuse de la monnaie électronique et de sa contrepartie en banque. Et là, encore une fois, il s'agit aussi d'avoir une visibilité constante, une visibilité permanente sur ces comptes de paiement. Et la dernière, qui est la plus contraignante, qui est le fait d'assurer le plus bas niveau de risque possible. Donc cela passe par l'établissement dans ces structures, en particulier dans les structures naissantes, de départements de contrôle interne. Et il faut aussi évoquer donc la contrainte de Banque Al Maghreb, qui réclame des reportings plus fréquents et potentiellement même parfois avoir des rapports de commissaires aux comptes annexés à cela. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une contrainte assez forte. Alors mais qu'est-ce qu'on peut faire justement avec ces établissements de paiement? On se rend compte qu'on peut pratiquement tout faire en comparaison avec une banque actuelle. On peut aussi bien faire donc des transferts, on peut faire de l'ouverture de compte, du dépôt, du retrait, on peut faire du paiement électronique. Mais finalement, quelle va être la différence avec les banques telles qu'on les connaît aujourd'hui? Ça va résider dans l'appellation, leur appellation. Il s'agit d'établissements de crédit. Donc finalement, un établissement de paiement ne pourra pas émettre de crédit, d'une part, ni avoir des opérations de placement. Donc c'est là justement qu'on voit toute la différence. Mais ce qu'il faut considérer, c'est qu'il s'agit quand même d'une véritable révolution. C'est que les Marocains... Pardon? Oui, les niveaux de compte par plafond. Je vais donner la précision. Donc, je disais qu'il s'agissait d'une véritable révolution, parce qu'à partir enfin, très bientôt,
un Marocain pourra ouvrir un compte chez le boulanger du coin, effectuer un transfert potentiellement chez l'épicerie, pour peu que cette épicerie soit mandatée par un établissement de paiement. Donc finalement, ça change complètement le paysage économique marocain. Et comme M. Sagoum l'a rappelé avec beaucoup de précision, il s'agit effectivement de l'établissement de 3 niveaux de compte. Il y a le premier qui sera limité à 200 dirhams. Donc pour celui-ci, il s'agit tout simplement d'avoir un numéro de téléphone. Il suffit de se mettre en lien avec l'établissement de paiement, on transmet un numéro de téléphone et à partir de ce moment, on a un compte. Là, ça va beaucoup plus servir pour du micro-paiement. Ça va aussi servir pour des petits virements, comme on peut le voir chez Lydia en France ou ailleurs. Alors, le deuxième niveau va être un espèce d'upgrade du niveau 1. Et pour le coup, il est plafonné à 5000 dirhams. Et là, pour le coup, il s'agira quand même d'aller faire un entretien avec l'établissement de paiement. Donc, c'est un entretien. Petite précision, jusqu'à il y a un mois, il ne s'agissait pas d'avoir d'entretien pour l'établissement de niveau 2. Pour les comptes de niveau 2. Il s'agissait simplement d'envoyer un scan de l'ID, pas plus. Donc aujourd'hui, il y a eu une mise à jour de cette circulaire. Il s'agit donc d'aller rencontrer ces gens. Et là, encore une fois, on parle de transfert et autres. Et le troisième niveau est plafonné à 20 000 dirhams. Et donc là, il s'agit encore une fois d'aller effectuer un entretien physique, d'échanger, de carrément présenter un business plan. Et là, on y voit tout de suite un intérêt pour les commerçants. En fait, un commerçant pourra avoir un compte de paiement qui sera plafonné à 20 000 dirhams. Une fois que ce plafond va être atteint, il pourra ou payer des fournisseurs, ou effectuer un transfert à des proches, ou tout simplement retirer ses fonds et les mettre dans un autre compte, dans un établissement de crédit. Et à ce moment-là, il sera donc à zéro et on pourra s'en servir. Donc il y a un véritable intérêt pour ces 3 niveaux de compte, et il y a un certain nombre de démarches pour pouvoir en ouvrir. Encore merci, M. Sago, pour la précision, pour le rappel. Merci. Excusez-moi, juste en termes de conclusion, je déborde. Au moins 45 secondes de rab, il n'y a aucun problème. D'accord, bon, ça va. Alors, juste en termes d'impact, on se rend compte que les banques ne seront plus nécessaires malgré un réseau véritablement éprouvé, une ancienneté avérée. Il y aura aussi une concurrence des fintech, puisqu'on en parle et que c'est le sujet, une concurrence des télécoms, mais aussi on peut parler de celle des supermarchés. On prend juste l'exemple d'une structure naissante qui va pouvoir s'adosser à un réseau existant pour proposer des comptes. Et donc rien que ça, on se retrouve tout de suite en concurrence. Et donc finalement, ces banques-là devront affronter d'une part la montée de ces technologies, parce qu'effectivement, il s'agit de ne pas perdre de part de marché, mais aussi accompagner le développement de ces technologies, parce qu'il faut effectivement être dans l'ère de notre temps. Alors, avec beaucoup de plaisir, je développerai, mais je pense que là, c'est fini. Pardon d'être le maître du temps. C'est vraiment pour essayer de laisser une part de questions à la fin du débat. Bien sûr, s'il y a des questions, je répondrai avec plaisir. J'ai honte d'être un peu le censeur parce que, évidemment, le débat est passionnant. Voilà. Merci en tout cas pour cet éclairage. Merci. Karim. Tout à fait. Je ressaisis. Merci beaucoup. En fait, c'est très intéressant en fait, de voir en fait, effectivement ces évolutions réglementaires et leur impact sur le fonctionnement du système bancaire, sur l'impact sur le fonctionnement du système financier, etc. Et puis tout à l'heure, on a pas mal parlé en fait de la segmentation des marchés. Et avec ce qui se passe avec les fintechs, surtout en Afrique, c'est qu'elles transcendent les frontières. Et là, je me tourne vers Laurent Chabru, qui vit ça au quotidien, puisqu'il accompagne des entreprises qui, à partir d'un point en Afrique, développent en fait des solutions qui sont au-delà des frontières, se déploient un peu partout en Afrique avec une approche panafricaine. Merci Karim. Effectivement, en propos préliminaire, je dirais que l'Afrique est depuis longtemps un laboratoire de développement des fintech, de par ses contraintes, le taux de bancarisation, les contraintes géographiques. Un pays comme Madagascar ne peut pas avoir des agences bancaires partout. Donc, depuis 20 ans que je suis arrivé, moi, à travailler sur le continent, depuis 20 ans, je vois se développer ces solutions. Donc nous accompagnons les entreprises, petites et grandes, dans leur développement international et aujourd'hui à plus de 60% dans leur développement africain. C'est-à-dire que nous accompagnons des entreprises africaines sur le continent, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, parmi nos clients, nous avons des miniers, nous avons des industriels, mais nous avons de plus en plus de petites entreprises qui proposent des solutions innovantes et des
Aujourd'hui, une start-up, il y a 5 ans, a 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Je ne peux pas citer de nom par souci de confidentialité, mais on parle de solutions de paiement, bien souvent, et de solutions de transfert d'argent. Et cette société qui, à l'origine, a proposé des solutions de paiement mobile, aujourd'hui propose du nano-crédit mobile. C'est-à-dire que une jeune femme qui vend des légumes au marché a besoin de trésorerie au quotidien. Donc avec son téléphone portable, elle achète de la trésorerie. Le matin, elle fait du profit pendant la journée et revend et rembourse son nano-crédit le soir. Donc avec son téléphone portable, son airtime, elle peut récupérer du cash, du liquide, qu'elle rembourse le soir dans des points de vente. C'est carrément de l'interbancaire. Exactement. Notez. Voilà. Mais c'est une solution de terrain non bancaire, puisqu'il n'y a pas de solution bancaire pour ça. Et cette solution, qui a été développée par un entrepreneur africain pour l'Afrique de l'Est, aujourd'hui s'exporte vers l'Ouest, mais se développe au Pakistan, en Inde et dans d'autres pays asiatiques. Donc c'est une solution africaine qui s'exporte. Et ça, je pense que c'est très intéressant et c'est l'avenir. C'est l'avenir. Nous avons des tas de clients comme ceux-là qui innovent et qui, pour innover, ont besoin de se structurer. Car je crois qu'un des plus gros freins pour le développement des startups et des PME n'est pas, je dirais, la pénurie de financement. Car il y a des financements. Ce qui leur manque, c'est de la structuration, c'est de la gouvernance, c'est d'éviter d'avoir 3 comptabilités, c'est d'être sexy pour une banque si on cherche de la dette, c'est d'être sexy pour un investisseur ou un fonds d'investissement pour une échelle un peu plus grande. Et ça, c'est à mon avis la première contrainte au développement des fintech et au développement des PME et des TPE en particulier en Afrique. Si on arrive à jumeler innovation, structuration, gouvernance, je pense qu'on aura résolu une partie du problème. Merci beaucoup Laurent. En fait, les sujets que tu as abordés, Cédric Antagana les a transformés et les transforme, continue à les transformer au quotidien. C'est un jeune ingénieur camerounais, d'origine camerounaise, et qui a lancé une plateforme de paiement, WeCatchUp. Est-ce que, Cédric, vous pouvez nous présenter en fait cette plateforme et nous dire en fait vers quel est le public auquel vous vous adressez et comment évolue votre projet? Déjà, bonjour à tous. Merci Karim pour cette opportunité offerte de m'exprimer ici. Je m'appelle Cédric Antagana, j'ai 25 ans. Je suis PDG d'Infinity Space, qui est une fintech startup qui est née à Douala au Cameroun, qui a évolué à Nairobi au Kenya et qui aujourd'hui est basée à Marseille en France. Nous développons WeCatchUp, qui est une plateforme, une passerelle de paiement mobile universelle qui permet justement aux personnes non bancarisées d'Afrique de pouvoir faire des achats sur Internet sans carte bancaire, sans compte bancaire, en utilisant leur compte Mobile Money. Alors, pour comprendre comment on est arrivé à ça, je vais vous raconter une histoire, mon histoire. Quand j'avais 16 ans, j'étais à Yaoundé au Cameroun, j'étais en classe de première scientifique. J'ai perdu mon papa dans une situation un peu tragique où il avait eu un AVC et nous l'avons transporté à l'hôpital central de Yaoundé. Mais le système de santé là-bas est encore fait de manière à ce que pour que la personne soit prise en charge, il faut avoir des espèces, il faut avoir de l'argent sur place. Alors quand on est arrivé à l'hôpital, on n'avait pas d'argent. On a appelé les frères et sœurs, les oncles, les tantes à gauche et à droite. Et à cette date-là, on n'avait aucun moyen de transférer l'argent rapidement à l'hôpital. Il fallait que les gens se déplacent des endroits où ils étaient, qu'ils ramènent le cash. Et moi, je tenais mon papa entre les bras et il est décédé entre mes bras.
Et quand mes frères et sœurs sont arrivés avec le cash, ça n'a servi à rien, ça a servi juste à le mettre à la morgue. Et c'est une expérience qui m'a profondément traumatisé, mais qui m'a servi d'énergie infinie pour aller challenger l'impossible. Quelque temps après, j'ai réussi à mon bac et j'ai eu la chance d'entrer à la plus grande école d'ingénieurs du Cameroun, qui est à Douala. J'ai changé de ville, je suis arrivé à Douala. Et là, mon rêve, quand j'étais tout petit, c'était de bosser chez Microsoft. J'ai commencé à coder quand j'avais 10 ans. Et mon rêve, c'était d'aller bosser avec Microsoft à Silicon Valley. Et un jour, je vois une affiche quand je vais à l'école, une affiche G Cameroun 2011. C'était une grosse conférence organisée par Google à Douala à l'époque. J'ai arraché l'affiche, je l'ai mise dans mon sac. Et je suis allé en parler avec mes camarades de classe. Et pendant cet événement-là, il y avait un concours de développeurs sur Android qui était organisé par Google. Et moi, je me suis dit, tiens, mon rêve, c'est de bosser chez Microsoft, mais aujourd'hui, on a Google qui arrive, qui est venu à moi. J'ai zappé les cours pendant 2 jours pour participer à cette conférence-là. Et j'avais produit une application qui avait été appréciée par Tidjane Démé, qui était le patron de Google Afrique francophone à l'époque, venait du Sénégal, et qui aujourd'hui est chez Partech Venture à Paris. Et après cette conférence-là, je suis devenu responsable national des communautés Google au Cameroun. Donc, je me faisais former par des ingénieurs de Google et j'organisais des hackathons sur place. Voilà. Et après, j'ai eu la chance d'entrer à Polytech Marseille. Je suis parti de Douala, je suis arrivé à Marseille, je me suis installé. Et quelques temps après, Google a organisé une grande conférence des Google Developer Group Managers africains à Nairobi, au Kenya. Après cette conférence-là, je voulais acheter des souvenirs pour des amis au petit marché du coin, Masai Market, pour ceux qui connaissent. Et je voulais payer en espèces. Et la dame qui vendait, c'était des sacs à main. Elle m'a dit, non, je ne prends pas des espèces. Je dis, mais ok, mais comment tu veux que je te paye? Elle dit, par M-Pesa. Je dis, mais c'est quoi M-Pesa? Et là, elle m'explique le système, comment M-Pesa fonctionne. C'est un système de paiement par mobile qui a toutes les vertus, etc., qui lui permet surtout de sécuriser son argent parce que quand elle rentrait du marché le soir, elle se faisait parfois agresser avec le cash sur elle. Et je me suis dit, waouh! Et ce qui m'a le plus frappé, c'était le fait, je me suis dit, waouh, si on avait eu un système comme M-Pesa en 2008, quand j'ai perdu mon papa au Cameroun, il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Et là, je suis rentré à Marseille, j'en ai parlé à celle qui est aujourd'hui ma cofondatrice, Anicel, et CFO. Je lui ai dit, tiens, j'ai vu un système révolutionnaire au Kenya, on ne paye pas en espèces là-bas. Même à Marseille, on va encore au distributeur pour parfois payer le café à gauche, à droite. Après, là, on a étudié comment M-Pesa fonctionnait. On s'est rendu compte très vite que ça ne fonctionnait qu'au Kenya. À l'époque, on ne pouvait pas faire de cross-network payment, donc d'un opérateur à un autre. On ne pouvait pas faire de cross-border payment, d'un pays à un autre. Et on ne pouvait pas faire de online payment. J'ai dit, waouh, ok. Après, on a étudié le landscape africain. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres opérateurs télécoms comme Orange, qui ont lancé Orange Money, MTN Mobile Money, RTL, Tigo, etc. J'ai dit, waouh. Et aucun d'eux ne parle à l'autre. Il n'y a pas d'interopérabilité, même au sein d'un même pays, même au sein d'une même sous-région, etc. Et c'est comme ça qu'on a décidé de construire Wikashop, qui est un intégrateur qui agrège toutes les plateformes de mobile money qui existent sur le continent africain et qui crée une interopérabilité locale, indirecte. Et ça, grâce à la technologie blockchain, on a réussi à standardiser les formats de données, parce que la difficulté, lorsqu'on construisait ce système-là, c'était de récupérer les données qui arrivaient de chez Orange, qui étaient parfois structurées, parfois non structurées, chez M-Pesa, chez les autres, etc. Et nous, on a standardisé les formats de données, et pour créer une sorte de tiers de confiance qui n'est pas une banque centrale, mais que tout le monde accepte, la blockchain nous a ramené cette dimension à la fois de sécurité et de standardisation. Après, l'autre challenge, c'était les conversions de devises. L'Afrique, c'est 54 pays, plusieurs devises, plusieurs zones réglementaires, etc. On s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut créer une interopérabilité entre 2 zones réglementaires comme, disons, la BCAO, la BEAC, les banques centrales du Nigeria, etc. Donc nous, on a étudié pendant 4 ans toutes les réglementations africaines, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et on a construit ce qu'on appelle un rulebook, un journal de règles réglementaires, entre guillemets. Ce qui fait que lorsqu'une transaction sort du Kenya, lorsqu'il y a un paiement online, où on a un client qui est au Kenya et un marchand qui est au Cameroun,
que la transaction respecte les règles réglementaires du Kenya et les règles réglementaires du Cameroun. Voilà, qu'on puisse créer ça. Donc, ce rulebook-là, il est piloté par une intelligence artificielle aujourd'hui qui permet justement de gérer les conversions de devises, etc. Et à la fin, nous offrons une unique API aux marchands, aux sites marchands sur toute la planète et qui veulent se déployer en Afrique. Ils n'auront plus besoin d'être physiquement implantés en Afrique. Ils intègrent WeCashUp et ils peuvent accepter le paiement par mobile money, que ce soit du mobile money fait par les opérateurs télécoms, du mobile money fait par les banques, parce qu'on est des banques aujourd'hui qui développent leur propre wallet, et du mobile money développé par des microfinances comme Wari au Sénégal, Express Union, etc. Donc, c'est un peu ça le landscape de WeCashUp. On l'a lancé en novembre 2016 à Paris, ça fait à peu près 6 mois. On compte aujourd'hui un peu plus de 3000 marchands qui viennent majoritairement des États-Unis. 35% viennent des États-Unis, 25% de la France, 15% au Cameroun et ensuite on a le reste un peu partout. On est opérationnel sur 14 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest et d'ici la fin d'année, on rajoutera 34 autres pays. Et notre prochaine étape, c'est de rajouter l'Inde et l'Amérique latine parce que c'est pratiquement les mêmes problèmes qu'en Afrique. Aujourd'hui, on traite un peu plus d'1 million de transactions par mois avec un taux de croissance de 150%. Et voilà. Donc voilà, WeCashUp. Merci. Quand on dit que la valeur n'attend pas le nombre des années. Merci pour ce témoignage. Difficile pour moi en plus de faire respecter le temps auprès de tels témoignages, de tels plateaux de speakers. Karim. Non, tout à fait, absolument. Merci beaucoup, Cédric. En fait, en tout cas, c'est nous qui sommes honorés de t'accueillir et non pas l'inverse. En tout cas, c'est une belle histoire et plein de succès à WeCashUp. Juste une question. Est-ce que la plateforme est agréée quelque part? Est-ce que le site est agréé quelque part ou il n'y a pas besoin justement en fait d'agrément sur ces différents pays où vous êtes implantés? Alors nous, on n'est pas une institution financière. Nous sommes une plateforme technologique et nous interconnectons les systèmes informatiques des différents acteurs qui existent. Nous ne traitons pas les flux financiers. Dans notre circuit, nous intégrons les banques. Parce que les opérateurs télécoms font certes du mobile money, c'est intéressant. Ils ont l'avantage d'avoir le réseau de téléphonie. Comme je dis souvent, dans mon village, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, mais tout le monde a un téléphone. Donc les banques, les opérateurs ont cet avantage-là. Mais par contre, les opérateurs ont quand même certaines restrictions réglementaires qui font en sorte que un client en Côte d'Ivoire n'est plus capable de payer sur un site marseillais avec Orange Money parce que la banque centrale dit attendez, voilà. Donc dans le circuit, on intègre les banques. Donc les banques pour nous sont des partenaires qui récupèrent les flux locaux qui sont exécutés au niveau des opérateurs. Ils récupèrent les flux locaux et eux sont agréés par les banques centrales pour sortir ces flux financiers-là. Donc nous, on se positionne juste comme une plateforme technologique au-dessus qui interconnecte les différents acteurs, mais qui respecte les règles imposées par chaque banque centrale. D'ailleurs, dans notre processus, on intègre les banques centrales dans le processus et notre vision, c'est de pouvoir développer une plateforme, la blockchain. L'objectif, c'est que les banques centrales puissent de s'investir dedans, qu'on puisse les intégrer dans le processus, pour qu'ils puissent avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe dans l'univers du paiement mobile, parce que c'est ce qui crée le blocus entre eux et les banques, parce que la banque centrale a besoin de contrôler les flux, et parfois, lorsque ça devient opaque, voilà, ça devient un peu difficile pour eux. Donc, nous, on les intègre dans notre processus, et ce sont les banques qui gèrent les flux financiers. Donc, non, nous ne sommes pas agréés, on n'a pas besoin d'agrément parce qu'on ne manipule pas les flux financiers. Merci. Si je pouvais... Merci, et merci pour vos applaudissements. Non, je voulais réagir très rapidement parce qu'il y a deux mots qui m'ont frappé dans ce que vous avez dit les uns et les autres. Le premier, c'est l'énergie, ça, il n'y a pas de doute, on l'a vu dans vos témoignages. Le deuxième, ce qui est important aussi, c'est la structuration du marché. Alors, je vais faire un peu techno là comme ça, mais je crois que ce qui est essentiel quand on voit le marché des fintechs, c'est effectivement ça. On voit qu'il y a des sujets de régulation, vous l'avez dit aussi, il y a des sujets de connexion entre les marchés. On a beau avoir, nous, en Europe, un marché dit unique, c'est pas aussi unique que ça. Et ça, c'est un point qui est complètement essentiel, il ne faut surtout pas le négliger. Et au passage, je reviens un peu sur ma petite paroisse, ça fait partie des missions que nous avons à Europlace et ça rejoint aussi d'ailleurs, pardon de faire la transition là encore, mes chers Philippe, je pense que ce genre de partenariat que nous essayons de monter, de mener et d'animer, c'est justement pour faire vivre l'écosystème parce que c'est aussi ça qui fera que les marchés se développent harmonieusement. Merci. Absolument. Tout à fait. Et je rajouterai en fait l'Africa FinLab en fait qu'on développe justement avec tous les partenaires africains. Oui, c'est de cette démarche absolument. Tout à fait. En fait, vise essentiellement à constituer les réseaux. Et justement en fait, dans le cadre de l'Africa FinLab,
nous avons en fait lancé une réflexion sur comment accompagner, soutenir le développement du crowdfunding. Vu sous mon angle, enfin sous l'angle Paris Europlace, en fait, ce développement était essentiellement orienté pour trouver des solutions de financement aux entreprises à l'amorçage. Un groupe de travail a été constitué, réunissant plusieurs cabinets d'avocats, dont une fintech, un porteur de projet, Tamer Hamdan, qui non seulement a lancé une plateforme à partir de Paris pour répondre en fait aux besoins en Afrique, mais qui en même temps est expert sur ces questions réglementaires et juridiques. Tamer Hamdan, est-ce que vous pouvez en fait nous dresser un petit peu en fait d'une part en fait la situation du crowdfunding en Afrique, puisqu'en fait c'est un vrai sujet. Il y a certaines parties d'Afrique où ça se développe, en particulier en fait dans les parties anglo-saxons. En partie francophone, Afrique du Nord, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous pouvez en fait nous dresser un petit peu un tableau d'ensemble, et puis dans une deuxième partie, un petit peu expliquer en fait ces travaux de Paris Europlace à lesquels en fait vous avez participé, représentant les fintech dans ce groupe de travail. Merci Karim. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors rapidement, je reprendrai quasiment les termes de Monsieur de Boissieu tout à l'heure, hein, le crowdfunding ou ce que nous essayons de développer notamment avec Afriquity, c'est ce problème de tuyauterie qu'a exposé tout à l'heure M. de Boissieu, c'est il y a de l'épargne disponible, et il y a des besoins, et on doit permettre à cette épargne disponible d'aller vers ces besoins, vers ces entreprises qui veulent se développer, vers ces startups, vers ces fintech qui ont besoin de fonds aussi pour se développer. Et donc, nous créons un petit peu ce canal vers l'épargne disponible, vers les ressources, en tout cas des ressources vers le besoin. Et aujourd'hui, le crowdfunding, effectivement, c'est un service financier. Nous-mêmes, aujourd'hui, Afriquity, nous sommes une institution financière pour le coup. On a été agréé par l'AMF et la CPR récemment, au bout de 2 ans de procédure, pour dire que ça n'a pas été quelque chose de simple. Néanmoins, aujourd'hui, on est bloqué dans notre démarche de développement vers l'Afrique, parce que nous ne pouvons pas collecter l'épargne locale. Aujourd'hui, nous pouvons solliciter un épargnant, un investisseur en Europe, aux États-Unis, pourquoi pas, pour financer un projet africain. Mais en revanche, lorsqu'on veut s'adresser à un investisseur en Afrique, éventuellement même un copain, un ami ou de l'entrepreneur africain, bah, c'est impossible. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des contraintes réglementaires. Et effectivement, les contraintes réglementaires, parce qu'avec le crowdfunding, et j'explique peut-être rapidement ce que c'est le crowdfunding, encore une fois, c'est de pouvoir mobiliser de l'épargne privée via des plateformes web pour financer des projets. Une fois qu'on a dit ça, ça peut se faire via du don, via du prêt ou via de la souscription de titres qui peut être des actions ou des obligations. Mais on voit très bien que lorsqu'on parle de prêt, on touche au monopole bancaire. Lorsqu'on parle de souscription de titres, donc de l'appel public à l'épargne, donc des problématiques d'aller en bourse quasiment, et donc des startups et des PME aujourd'hui ne sont pas outillés pour faire tous ces processus-là. Et donc nous leur offrons des alternatives, en tout cas dans un premier temps lorsqu'elles démarrent, d'avoir des nouvelles sources de financement. Et donc au final, on n'est pas en concurrence par rapport aux acteurs de l'écosystème actuel, les banques et les fonds d'investissement. On vient juste combler un trou dans la raquette. Aujourd'hui, effectivement, les fonds d'investissement en Afrique, le ticket moyen d'investissement, hors bien entendu infrastructures et autres, grands investissements, on est à 2,5 millions d'euros à peu près, ou de dollars. Quelle est la PME en Afrique qui cherche autant d'argent? Il y en a très peu. Et donc, effectivement, aujourd'hui, par exemple, sur Afriquity, on a reçu en un an 300 demandes de financement pour à peu près 100 millions d'euros de besoins en financement. Et on est incapable aujourd'hui de répondre à tous ces besoins. Maintenant, pour répondre directement à la question de Karim, c'est dresser en tout cas un état des lieux en Afrique. Il faut savoir que le crowdfunding, en 5 ans, dans le monde, il s'est développé d'une manière exponentielle. On est passé en 2010 de 900 millions de dollars de fonds collectés dans le monde à quasiment 35 milliards de dollars. Et la Banque mondiale estime qu'en 2025, on va être à 300 milliards de dollars. L'Afrique, dans tout ça, aujourd'hui, en 2015, à peu près, on est à moins de 200 millions d'euros. Donc 90% de ces fonds viennent de l'étranger, viennent en dehors du continent africain.
c'est très peu. Et je parle sous le contrôle de mon ami Cédric de la BAD pour les besoins qu'on estime à quelques centaines de milliards de dollars. C'est quand même malheureux de ne pas pouvoir répondre en tout cas à ces besoins-là. Le crowdfunding se développe néanmoins aujourd'hui un peu plus dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Encore une fois, parce qu'il y a des contraintes réglementaires, et il y a aussi des problématiques de taux de bancarisation. Pourquoi il se déplace un peu plus dans les pays de l'Afrique de l'Est? C'est parce qu'en fait, les pays de l'Afrique de l'Est, ils ont des réglementations un peu à l'anglo-saxonne, contrairement à l'Afrique de l'Ouest qui a une réglementation proche, en tout cas, du système français. Et en Afrique de l'Ouest, c'est aussi une histoire de mentalité, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Alors que chez nous, ce qui n'est pas autorisé est interdit. Et donc, on voit un petit peu le mindset, comment il peut jouer sur l'innovation. Et bien entendu, dans un pays où ce qui n'est pas interdit est autorisé, quand on innove, on ne sait pas ce que c'est à la base, donc on ne l'interdit pas, donc c'est autorisé. Alors que chez nous, ça pose un petit peu problème. Il faut déjà être agréé, il faut être autorisé, et donc il faut faire toute cette démarche d'aller vers les régulateurs. Encore une fois, ils font leur job, ils font leur travail de s'assurer avant de se lancer, de s'embarquer avec nous, que tout va bien. Néanmoins, c'est des processus assez lourds pour lesquels que des startups, des petites structures s'attaquent, c'est quand même compliqué. Néanmoins, moi je pense aujourd'hui, pour pas mal de fintech, l'enjeu, il y a bien entendu un enjeu technologique, et ceux-là, en tout cas, je pense, les fintech jouent un rôle important, parce qu'en apportant des solutions technologiques nouvelles, elles arrivent aussi à répondre à des besoins, et je pense Cédric en est le parfait exemple. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a les contraintes réglementaires qui sont très très importantes, mais il y a aussi l'accès au marché. Pour des fintechs qui offrent des services comme le crowdfunding, par exemple, comment voulez-vous qu'on puisse accéder rapidement aux épargnants d'un côté et aux entreprises qui ont besoin de financement de l'autre côté, si on n'a pas une présence, par exemple, panafricaine? Qui dit présence panafricaine, c'est aussi recruter du monde. Et voilà. Et c'est même parfois contre-productif d'aller recruter dans chacun des pays pour solliciter, sourcer les entreprises. Et donc c'est là où je pense aujourd'hui qu'il y a une collaboration qui doit être gagnant-gagnant entre les acteurs de la finance traditionnelle, banques, fonds d'investissement, et les fintechs qui offrent des services financiers. Parce qu'ils ont besoin de nous pour innover, pour avoir une chance probablement d'exister demain et ne pas vivre l'essor des dinosaures. Je rappelle qui dominait la Terre il y a un certain temps. C'est dit, voilà. D'accord, mais heureusement ou malheureusement, en tout cas, ils ne sont plus là aujourd'hui. Mais en tout cas, on a un rôle à jouer pour eux, d'accord ? Mais néanmoins, les fintechs ont aussi besoin de ces institutions, parce qu'à un moment donné, il va falloir s'attaquer à des grands enjeux réglementaires. Et je suis désolé, les fintechs, pour certains, nous, on a réussi, mais au bout de 12 ans, ça nous a coûté cher en termes de développement. Mais ça aurait été beaucoup plus judicieux, je pense, que si des banques ou des fonds d'investissement, s'ils pouvaient nous accompagner pour pouvoir rapidement être beaucoup plus crédibles vis-à-vis des régulateurs et faire sauter quelques verrous, d'accord, on aurait pu aller vite. Et à un moment donné, il va falloir accéder aux entreprises qui restent, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, lorsqu'elles ont besoin de financement, même si elles savent qu'elles n'auront jamais le crédit bancaire, premier réflexe, et elles vont à la banque pour solliciter un crédit bancaire. Et donc, en travaillant main dans la main, nous, on peut venir, dans un premier temps, travailler même avec les clients de la banque pour renforcer leurs capitaux propres, pour financer le BFR, pour faire tout ce que la banque aujourd'hui est incapable de le faire. Et il y a eu des études qui ont montré que 45% des entreprises qui ont levé des fonds via crowdfunding arrivent à lever des fonds auprès d'une banque ou un fonds d'investissement dans les 3 mois qui ont suivi leur levée de fonds via crowdfunding. Et c'est là où ça montre clairement qu'il y a une vraie chaîne de financement et qu'il faut que tous les acteurs travaillent la main dans la main pour pouvoir tout simplement porter ces petites structures d'une étape à une autre et lui apporter tout simplement le financement dont ils ont besoin
qui sont surtout adaptés à leur stade de besoin. Bien entendu, le crowdfunding ne résoudra pas tous les problèmes des entreprises, parce qu'à un moment donné, on ne va pas résoudre tous les besoins de financement d'une entreprise que par du capital, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, les entrepreneurs n'ont pas forcément toujours envie, pour chaque financement, d'ouvrir leur capital et de se diluer. Donc à un moment donné, la dette bancaire, elle est pertinente. Qu'il y ait un fonds d'investissement pour des phases de capital développement, il a sa place. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous-mêmes, on le voit sur Afriquity, on est en train de travailler sur des startups. On se trouve qu'il y a des opérations les plus pertinentes, c'est lorsqu'on travaille main dans la main avec un fonds d'investissement et des réseaux de business angels. Et c'est là où on voit qu'il y a un intérêt pour nous trois, parce qu'on mutualise la due diligence, qui est quand même un travail lourd. Et là, on se retrouve autour de la table à faire la due diligence ensemble, à négocier les termes des pactes d'actionnaires ensemble, et on apporte de la vraie valeur ajoutée à l'entrepreneur et à l'entreprise, parce que quand on est plusieurs, on est plus intelligent, on apporte plus de valeur, et en fin de compte, on apporte plus de sources de financement pour l'entreprise. Et on voit même aujourd'hui que les fonds d'investissement sont rassurés de voir que ce n'y a pas que eux qui portent le risque de financement, parce qu'il y a le grand public qui arrive avec eux. Donc, quand je dis le grand public, c'est toutes les personnes, tous les petits porteurs qui financent les entreprises via crowdfunding. Une réaction peut-être, merci, très sincèrement, une réaction rapide, et on sera à 18h20, c'est pas formidable ça. Alors, une réaction. Rapidement, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Le client dont je vous parlais tout à l'heure s'est développé grâce à des business angels. On a réussi à structurer correctement son modèle, sa structure, et il y a quelques mois, il a attiré un fonds d'investissement à hauteur de 95 millions de dollars. Pour ses futurs développements vers l'Asie. Donc effectivement, c'est un panaché de solutions qui font le développement. Et d'ailleurs, j'aimerais juste faire peut-être un trait d'union entre la première table ronde et la seconde. Monsieur le ministre a parlé des synergies, des partenariats entre les places financières. Je crois que c'est nécessaire et indispensable. Non seulement entre les places financières africaines, je pense que Maurice n'est pas concurrente de Casablanca, n'est pas concurrente de Johannesburg, mais propose des modèles complémentaires. Et d'ailleurs, cette complémentarité va jusqu'en Europe. On a une complémentarité entre Paris, Maurice, Casablanca, Johannesburg, et même Londres. On le disait, aujourd'hui, Londres est une plateforme de financement des fintechs. Donc je crois qu'il faut garder ça à l'esprit. Et nous, ça se concrétise assez factuellement, parce que dans les solutions de structuration que nous proposons à nos clients, la plupart de ces solutions sont multiplateformes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une holding à Paris, des filiales à Casablanca, Maurice ou ailleurs, l'idée étant d'avoir un package le plus efficient possible. Et troisième chose, je crois que l'avenir des fintechs, c'est la régulation. On n'aura pas de développement des fintechs sans régulation. J'ai entendu tout à l'heure que Casablanca développe son cadre légal et législatif, et Maurice fait de même. Bien évidemment, on a tous à l'idée le blanchiment d'argent. Moi, je reste persuadé que le risque est fort et que si on ne régule pas ce secteur, on ne pourra pas aller de l'avant bien longtemps. Voilà. Laurent, merci. Très très rapidement, pour laisser peut-être une ou deux questions maximum. En tout cas, répondre à la deuxième question de Karim, notamment sur les travaux qui ont été faits dans le cadre du cluster finance Africa-France, qui est animé par Paris Europlace. C'est qu'on s'est penché sur cette question de crowdfunding et de sa réglementation. Et donc, on a travaillé sur une note, d'accord, avec une vraie démarche méthodologique et des propositions issues de benchmarking sur les meilleures pratiques du crowdfunding, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, en tenant compte aussi des considérations et du contexte local du continent africain, pour rédiger une note qui a été soumise d'ailleurs au sommet de Bamako auprès des chefs d'État, en tout cas chefs d'État français et africains. L'idée étant de dire, effectivement, quand on parle de crowdfunding, tout le monde lui dit c'est super, bien sûr qu'on veut l'avoir, il n'y a pas de question. Néanmoins, c'est comment faire. On voit très bien que c'est quelque chose qui s'attaque monopole bancaire, appel public à l'épargne, c'est des grands sujets.
concrètement, comment on fait? Et c'est grâce à ce travail de benchmarking et tout, c'est qu'on a proposé des solutions qu'on essaie de mettre en œuvre. Et on travaille d'ailleurs par ailleurs et dans d'autres cadres en coordination notamment avec Paris Europlace. Par exemple, pour la Tunisie aujourd'hui, on a réussi à avoir de l'assistance technique pour le gouvernement tunisien pour travailler sur une réglementation sur le crowdfunding, en mettant autour de la table, bien entendu, la Banque centrale, le CMF, en tout cas les régulateurs, le ministère des Finances, les ministères d'éthique, les banques, les fonds d'investissement, la bourse, parce que c'est une co-construction et ce n'est pas quelque chose qui est parachuté. Et c'est là où on voit que c'est des processus qui avancent très bien lorsqu'on apporte, bien entendu, de l'expertise, une vraie vision. Et il nous faut aujourd'hui, on a besoin en Afrique, d'une réglementation qui soit homogène pour éviter effectivement que chaque pays puisse avoir sa propre sauce de crowdfunding et que un investisseur au Cameroun demain ne pourra pas investir dans une entreprise en Côte d'Ivoire, ça serait dommage. 18h24, 6 minutes pour des questions. Si vous voulez bien vous présenter et poser votre question en 1 minute maxi. Oui, bonjour, je m'appelle Emmanuel Exposito, je suis directeur des opérations chez Affinity, c'est la plateforme de crowdfunding marocaine en equity. Juste pour compléter ce que disait Tamer, le texte de loi pour le Maroc est prêt. Il est au ministère de l'économie et des finances. On a un groupe de travail à bosser dessus avec les équipes. La direction du Trésor, la MMC l'a reçu, la Banque centrale l'a reçu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la Fédération marocaine de crowdfunding est officiellement créée depuis quelques jours. Voilà, tout simplement. Merci. Merci pour cette remarque. Merci Emmanuel. Je crois que c'était une contribution rapidement, si possible. Oui. Je suis M. Shafaki Khalid. Je suis un entrepreneur qui a fait plusieurs révolutions donc, de l'IT, comme l'invention des téléboutiques, l'interconnexion donc de l'Internet au Maroc. Et je dirige donc des banques d'affaires depuis une dizaine d'années. Je souhaiterais donc contribuer pour ce Financial Day par le lancement, avec tout ce parterre qui est fabuleux et de talent, de la Global Green and Smart Financial Africa Initiative. Et merci. Eh ben merci pour ces deux contributions. Pour ne frustrer personne. Si je peux juste dire que nous serons ravis à Paris Europlace de contribuer parce que la Green Finance, c'est aussi absolument stratégique dans les actions que nous menons. Et c'est complètement connecté avec les sujets qui ont été évoqués ici. Merci. Green Finance, donc effectivement cette notion additionnelle autour de la green economy. Est-ce qu'on est bon? Oui, il me semble. Je crois qu'en termes de questions, voilà, je crois que pour le coup, on est parfaitement dans le timing. Karine Zinedine, c'est l'heure de la conclusion. Tes conclusions. La conclusion, elle va être effectivement, je remercie en fait tous nos panélistes qui ont été en fait très bons, exceptionnels. En tout cas, j'espère qu'on a contribué à enrichir le débat. En tout cas, à poser un certain nombre de questions, proposer quelques solutions. Et puis, on se donne rendez-vous pour les prochaines étapes avec la Chambre française, bien évidemment, et tous nos autres partenaires africains, en fait, qui nous accompagnent et qui nous font confiance depuis des années. Merci beaucoup, Fadila Palmer, à Lunalogic, pour votre soutien et puis beaucoup de chance à Lunalogic Africa, qui, je l'espère, en tout cas, de Casablanca, va se déployer sur toute l'Afrique. Merci à tous. Merci Karine. Merci à l'ensemble des invités. Merci à vous d'avoir assisté nombreux à cet échange. Alors, je reprends mon rôle d'animateur de cette journée. Il y a effectivement un an, on a vu ce rendez-vous global qui est Planète Entreprise avec du développement commercial, du marketing, de l'IT. Aujourd'hui, la finance nous a rejoint avec le digital. Bon sang. Quel plus, on a vraiment hâte de suivre les autres épisodes. Les autres épisodes, c'est demain, une journée complète avec d'autres tours d'horizon, solutions RH, Devcom. Merci, à demain. On se quitte en musique. À demain, donc, je compte sur vous. Merci.